Salut! Alors j'espère que vous allez pouvoir m'entendre parce que j'ai des petits problèmes de connexion. Donc petit direct sur un sujet dont on me pose très souvent la question, c'est à quelle fréquence on doit publier sur Instagram. C'est vrai qu'entre cette année et l'année dernière, on a eu énormément de changements sur la plateforme qui font qu'on est un peu obligé de s'adapter à tout ce qui se passe. Salut Summer Sky, comment ça va? Alors vous inquiétez pas, normalement si tout se passe bien, je vais faire en sorte de garder ce live en replay. Donc si vous avez des questions à me poser, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous avez les commentaires ou la petite boîte à questions juste en bas. Alors la fréquence de publication, ce que j'entends par là, c'est le nombre de fois que vous allez publier sur les réseaux. Donc en général, on la fixe par semaine ou alors au mois. C'est vrai que moi, j'avais tendance à dire aux gens « Salut, ça va Maëva ?» J'avais tendance à dire l'année dernière que c'était pas obligé d'avoir une grande fréquence de publication. Pour preuve, dans mon expérience, j'avais un compte que je gérais en community management où on publiait « Ça va, très bien ». Oui, gros changement de paysage, un autre cadre. Voilà. J'avais un compte où je publiais 2 fois par semaine. Et ça ne nous a pas empêché d'avoir des super résultats, donc de faire grossir la communauté. On est passé de 600 abonnés à plus de 3000 abonnés, juste en publiant 2 fois par semaine. Et ça nous a permis également, surtout à mon client, de signer des contrats. Donc comme quoi, l'année dernière, ça valait, on n'est pas obligé de publier plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par semaine, pardon. Par contre, effectivement, les changements qui ont été faits sur la plateforme, le fait qu'on ait de plus en plus de personnes qui produisent du contenu, qui créent du contenu sur Instagram, fait qu'il y a plus de concurrence et fait que avoir l'attention de votre audience est un peu plus compliqué. Donc, forcément, il va falloir s'adapter. Et là maintenant, quand on me demande à quelle fréquence je dois publier, je dis aux gens que ça dépend. Le fameux « ça dépend ». Oui, c'est un peu énervant parce que ça ne vous donne pas une réponse directe, franche et claire. Mais c'est vrai que ça va dépendre d'énormément de choses, comme pour tout. Alors moi, je vais vous proposer de prendre 3 critères en compte, vraiment pour en déduire votre fréquence de publication. Vous avez déjà une chose à prendre en compte, c'est-à-dire que quand vous allez publier, plus vous allez publier fréquemment, moins vous avez peut-être besoin de faire attention à une qualité. Mais par contre, si vous prenez le parti de publier moins souvent sur vos réseaux, on va dire avoir une fréquence de 2 à 3 posts. Alors vraiment, je vous conseille de ne pas descendre en dessous de 2 posts par semaine, vraiment pour que les gens voient votre contenu et qu'ils prennent l'habitude, parce que la mémorisation, c'est le fait de répéter les choses, donc la couverture, le répéter, qui va créer de la mémorisation et qui va faire que les gens vont se dire « Ah !» vont vous identifier justement à votre contenu. Ne descendez pas en dessous de 2 posts par semaine, parce que ce qui va se passer, c'est que moins vous allez publier, moins vous allez être visible et moins on va se souvenir de vous malheureusement. Donc quand vous publiez moins souvent, c'est-à-dire vous avez une fréquence entre 2 posts par semaine ou 3 posts par semaine, ce à quoi vous allez devoir faire très attention, c'est l'aspect qualitatif de votre post. Parce qu'effectivement, en ayant moins de contenu à publier, normalement vous avez un peu plus de temps pour les produire et donc vous devez faire un peu plus attention à la qualité de votre contenu pour qu'il reste mémorable. C'est vrai que lorsqu'on a un volume de publication qui est très important, on peut se permettre de ne pas forcément avoir une qualité, on peut se permettre, mais il y a un niveau de qualité à garder effectivement, mais vous pouvez vous permettre de ne pas faire forcément du higher level à chaque fois. Le second critère à prendre en compte, ça va être vos objectifs. Et oui, encore une fois, je vous parle d'objectifs parce qu'on ne fait rien justement sans objectif. Vous n'allez pas prendre la route sans savoir où vous allez, sinon vous allez continuer à errer et vous n'allez rien faire au final. Donc toujours avoir des objectifs sur lesquels on reste focus. Par exemple, ça dépend des périodes de l'année, mais si vous êtes en période de lancement, effectivement, vous allez avoir besoin de produire beaucoup plus de contenu et donc de publier beaucoup plus parce que vous avez vraiment besoin d'être beaucoup plus visible et vous avez vraiment besoin de marquer votre message. Alors, ça, c'est le deuxième critère à prendre en compte. N'hésitez pas à m'arrêter. Si vous avez des questions, vraiment posez-les. C'est un moment d'échange entre nous. Donc vraiment faites attention à ce côté temps fort. Quand vous êtes en lancement, quand vous avez un nouveau produit à sortir, il y a également ce côté pause, l'historique de votre compte. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Par exemple, une personne qui est là depuis très longtemps, qui a déjà une communauté qui est bâtie, construite, elle peut se permettre effectivement d'avoir une fréquence de publication qui n'est pas forcément quotidienne.
Pourquoi? Parce que tout l'historique qu'elle a, toute l'ancienneté qu'elle a, fait qu'elle a un historique par rapport à sa communauté, fait qu'elle a déjà une communauté qui est engagée, qui est construite et qui interagit énormément avec son contenu. Alors que si vous partez de zéro, vous débutez, quand on débute, de nos jours, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de concurrence sur Instagram, et il va falloir commencer à sortir l'usine à contenu et vous mettre à publier beaucoup plus. Là, typiquement, je suis en train de gérer un compte qui démarre, en fait, entre guillemets. Et c'est vrai que en temps normal, l'année dernière, j'aurais dit, on fait 3 posts par semaine, c'est suffisant. Après, on va faire des stories quotidiennes. Cool, tranquille, ça serait allé. Mais là, du fait qu'effectivement, on a beaucoup plus de concurrence cette année que l'année dernière, et d'ailleurs, je pense que vous le sentez également au niveau de votre reach. Donc le reach, ça va être la portée. Si vous regardez vos analytics, ça va être le nombre de personnes que vous allez toucher avec votre contenu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, je l'ai remarqué sur énormément de comptes, pas seulement que le mien, c'est qu'on a un reach qui est beaucoup plus bas que ce qu'on avait l'année dernière. Mais ça, c'est pas forcément dû aux algorithmes, bien qu'ils aient aussi leur responsabilité là-dedans. C'est aussi dû au fait qu'il y a beaucoup plus de concurrence sur la plateforme. Donc quand vous démarrez, vraiment choisissez une fréquence de publication qui est assez haute. Vous pouvez vous permettre, là justement sur ce fameux compte, moi je publie tous les 2 jours. Et je fais ça pour relancer l'audience qui est existante, mais également pour créer de la visibilité autour du contenu. Et à un moment, quand je vais voir que toutes ces choses-là sont stabilisées, je vais redescendre la fréquence de publication. Alors je vois qu'on a une petite question. Comment on fait pour bien choisir des sujets pertinents pour créer du contenu? Ça, c'est une très très bonne question. Et d'ailleurs, c'est un sujet que j'aborde de manière plus approfondie dans mon programme The Brain Shift. Alors, pour bien choisir des sujets pertinents pour créer des contenus, déjà, il faut que tu aies une bonne connaissance, toi, de ce que tu proposes en termes d'offres et surtout de qui tu t'adresses. Pourquoi? Parce que ça va te permettre, en fait, en faisant le lien entre ton offre et les centres d'intérêt de ton audience cible, de ton client idéal, de créer ce qu'on appelle des piliers de contenu. Les piliers de contenu, ça va être des grandes thématiques, en fait, sur lesquelles tu vas te positionner et qui vont être en fait des sujets que tu vas... ça va être un peu ton cadre, voilà. Ça va être ton cadre, ça va être des sujets en fait que tu vas prendre à l'intérieur de ces thématiques et qui vont te servir pour ta création de contenu. C'est vrai que le fait d'avoir ce cadre-là et de se maintenir, de se limiter à des thématiques précises, ça va te permettre déjà de mieux orienter ton contenu. Le fait aussi de faire en sorte que ce soit des contenus qui sont en lien aussi avec les centres d'intérêt de ton audience, de ton client idéal, ça va te permettre vraiment de t'assurer que tu es sur la bonne voie et que tu vas apporter ce qu'on dit de la valeur. Donc apporter de la valeur, ça peut se faire de différentes manières. Quand on parle d'apporter de la valeur, c'est vrai qu'on parle souvent du fait de fournir du contenu éducatif. Mais apporter de la valeur, ce n'est pas qu'avec du contenu éducatif. Tu peux apporter de la valeur en inspirant ton audience. Tu peux apporter de la valeur justement en montrant le parcours de tes clients. En faisant une étude de cas, plutôt que de poser un avis client, tu peux carrément parler de la demande que ton client t'a fait. Summerska, je me permets de prendre ton exemple, tu fais des produits cosmétiques justement. Plutôt que de poser juste l'avis de ta cliente, pour te donner un exemple concret, ce que tu pourrais faire, c'est expliquer dans ton contenu quelle est la problématique que ta cliente a eue et comment tu as fait pour régler cette problématique-là. Parce que ça, ce qui va se passer, c'est que d'autres personnes qui ont le même problème, la même problématique que ta cliente, elles peuvent venir faire appel à toi en se disant « mais c'est exactement ce que j'ai, donc pourquoi pas ne pas faire appel à elle justement pour pouvoir solutionner ce problème-là. » Donc ça, tu vois, c'est un mélange entre de l'inspiration et ce que aussi j'appelle de la conviction. Donc le fait de convaincre les gens en leur montrant des exemples concrets. On peut également apporter de la valeur en divertissant les gens, tout simplement. Comme j'ai dit, c'est toujours jouer sur ces fameux points communs que l'on va avoir entre ton client idéal et ton offre. Parce que le but de tout ça, en gros, pour faire de la création de contenu, c'est que l'objectif de ta création de contenu, c'est que ça va te permettre de construire une relation durable, de préférence, avec ton client idéal. C'est-à-dire que tu vas passer de totalement inconnu à avoir quelqu'un, donc soit qui va devenir un ambassadeur parce que c'est une personne qui est abonnée à toi et qui kiffe ce que tu fais, soit une personne qui va carrément souscrire à ton service et dans ce cas-là devenir une cliente. Donc c'est vrai qu'il est important que ton contenu, pour pouvoir répondre à cet objectif-là, il soit cadré. Et comme je te l'ai dit, pour le cadrer, il faut choisir des sujets. Et ces sujets, c'est les fameux piliers de contenu. Donc ces piliers de contenu, si tu veux une première piste pour pouvoir les définir, ça va être trouver les avantages de ton offre,
la problématique de ton client idéal, ses centres d'intérêt également, et de pouvoir trouver tout ce qui est connexe entre ces éléments-là pour en sortir du contenu qui serait pertinent à ce moment-là. Alors pour revenir sur le sujet de la fréquence de publication, comme je vous disais, je résume en fait les 3 éléments à prendre en compte pour fixer sa fréquence de publication. Parce que comme je le disais au début, quand on répond à cette question-là, en fait, il n'y a pas de réponse préconçue et toute faite. Même si je sais que vous aimez avoir les réponses préconçues, toutes faites, qui sont claires. Je t'en prie, Summer Sky, je suis contente d'avoir répondu à ta question. Alors ça dépend, ça dépend, je sais que vous n'aimez pas ça, mais vraiment prenez l'habitude du ça dépend parce que ça va vous permettre, vous, de poser une réflexion sur les choses. Quand vous commencez à comprendre le mécanisme d'une chose, comment elle fonctionne, comme vous prenez des décisions et que vous devenez acteur tout simplement, vous n'êtes plus une personne passive vis-à-vis des choses, vous voyez, vous reprenez le contrôle sur les choses et que c'est beaucoup plus simple pour vous, une fois que vous les maîtrisez, de les mettre en place. Donc comme je disais, les 3 critères à prendre en compte, ça va être la quantité versus la quantité et qualité. À savoir que lorsque vous produisez plus de contenu, un gros volume de contenu, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une qualité à 110% à chaque fois. À moins que vous ayez une super équipe de prod derrière vous. Ça, c'est possible. À moins que vous ayez une super équipe de prod derrière vous. Quand on est tout seul, c'est très compliqué de faire les choses. Il faut faire des choix. Donc, il faut pouvoir faire des choix en conscience et surtout en fonction de vos capacités. Quand vous allez publier, vous allez prendre le parti de moins publier sur vos réseaux, dites-vous bien que vous êtes quand même attendu au tournant. Enfin, c'est pas que vous êtes attendu au tournant, mais c'est-à-dire que votre contenu, il doit impacter, vraiment impacter quand il arrive. Donc ça doit être du contenu hyper quali que vous allez prendre, donc avec beaucoup de valeur, avec une qualité de production qui est au top quand même. Parce que normalement, si vous avez moins de fréquence, enfin si vous avez une publication, moins de contenu publié, vous avez moins de chances d'être visible. Donc il faut maximiser à chaque fois que vous avez une occasion de vous présenter à votre audience. Le second critère, c'est ce que je disais, c'est de prendre en compte vos objectifs du moment. C'est-à-dire que vous avez des moments de l'année. Je suis désolée, je suis en train de regarder sur la droite parce qu'il y a une espèce de bête que je ne connais pas qui s'approche de moi et j'aime pas les insectes. Mais en gros, donc ça va perturber cette histoire de bête. Donc comme je disais, il faut prendre en compte vos objectifs du moment. Parce que quand vous avez un temps fort, effectivement, votre temps fort, vous allez devoir maximiser toute votre communication, capitaliser toute votre communication dessus. Donc forcément, peut-être avoir besoin d'augmenter votre fréquence de publication. Et d'un autre côté, quand vous avez des moments qui sont un peu plus light, je pense justement aux personnes qui ont une activité avec une forte saisonnalité. Je ne sais pas si vous avez... voilà, typiquement, quand on est chocolatier, on a un grand temps fort. En fait, c'est le temps fort de décembre, Saint-Valentin, Pâques. Donc, vous savez que pendant ces 6 mois-là, de décembre à avril, fin avril, ça fait pas 6 mois, ça fait peut-être 4-5 mois, mais vous savez que c'est un gros temps fort et que vous allez avoir vraiment besoin d'avoir beaucoup de communication parce que c'est le moment pour vous de faire des ventes, parce que c'est le moment le plus pertinent pour les gens en fait, d'acheter du chocolat. Par contre, en été, et je pense que vous avez peut-être dû le remarquer, je crois que c'est Ferrero Rocher, ou si je me trompe pas, je suis pas très chocolat, mais bon, Ferrero Rocher, qui a pris le parti l'été de retirer carrément ces produits des rayons parce qu'ils ont dit que ça, l'été en fait, c'est pas forcément une saison où on a envie de manger du chocolat, mais qui plus est, c'est très compliqué en termes de conservation de garder en fait une qualité optimale du produit. Donc eux, ce qu'ils ont fait pour choix, c'est qu'ils se sont dit, guys, voilà, ok, faut qu'on fasse notre beurre. Notre beurre, on le fait de telle période à telle période. L'été, on peut se permettre justement de moins communiquer et de carrément pas... Ouais, Ferrero, merci, Summer Sky. Et de carrément pas vendre nos produits. Pourquoi? Parce que ce qui compte pour nous, en fait, c'est la qualité de notre produit. Donc là, l'été, eux, ils retirent carrément leurs produits des rayons et ils communiquent carrément pas parce que c'est pas un temps fort pour eux. Après, je ne sais pas si votre activité demande d'avoir de tels extrêmes, mais donc si vous avez une saisonnalité, justement, peut-être que vous allez moins publier pendant la période d'été, ou au contraire, si vous êtes, je pense totalement aux prestataires de mariage, parce que je travaille avec beaucoup d'entre eux, les prestataires de mariage, l'été, c'est vraiment leur temps fort, donc c'est une période où ils ont besoin de beaucoup plus communiquer, mais comme il y a moins de mariages en novembre et en décembre, en général, ils peuvent se permettre d'être un peu plus laden. Alors désolé pour les anglicismes, mais d'être un peu plus relax, voilà, de ralentir sur la fréquence de publication, ce qui leur permet justement peut-être de focus un peu plus en profondeur sur des sujets qui vont vraiment apporter de la valeur à leur clientèle.
je vais carrément vous balancer une stratégie. Allez hop, notez bien, prenez vos carnets. Je bossais avec une prestataire, j'ai travaillé avec des prestataires justement du mariage, dans le domaine du mariage. Et l'été, c'est la saison des temps forts. Et on publie à fond, mais on va vraiment à fond sur de l'inspiration. On montre les mariages en live, on montre vraiment la beauté de ce que c'est un mariage, l'émotion et tout. Et quand c'est la saison basse, donc quand on arrive vraiment sur la période d'hiver, on a choisi de proposer du contenu un peu plus éducatif, de vraiment aider et d'accompagner les gens dans la préparation de leur mariage, justement de cette fameuse saison d'été, ce qui nous permettait justement d'avoir une fréquence de publication qui était plus réduite, mais d'avoir des contenus qui étaient beaucoup plus travaillés en profondeur et qui étaient beaucoup plus riches, chose qu'en été on n'avait pas forcément le temps de faire. Mais comme vous voyez, c'est pas parce qu'on avait une fréquence de publication élevée en été que ça nous faisait vraiment baisser de manière drastique la qualité. Non, on gardait toujours un certain seuil de qualité parce qu'on est obligé dans ce domaine-là d'être tip-top sur les images, d'être tip-top sur la manière dont on s'adresse aux personnes parce que on prépare quand même le plus beau jour de la vie des gens, hein, c'est pas rien. Donc ça... Mais ce que l'on faisait, c'est qu'on rentrait moins en profondeur, donc on allait plus toucher l'inspiration à ce moment-là que des sujets éducationnels qui, eux, vont demander peut-être une production qui est beaucoup plus importante, donc non seulement dans une production vidéo spécifique, également une production de carousel qui prend quand même assez de temps. Et enfin, mon troisième critère, donc je parlais, c'était l'historique du compte. Eh oui, votre historique, vous en êtes où en fait? Si vous êtes un compte qui débute, vous avez besoin de vous faire voir dans cette fameuse jungle qu'est les réseaux sociaux et qui est Instagram. Donc balancez du contenu, balancez du contenu. Pourquoi je vous dis de balancer du contenu quand vous débutez? Parce que d'ailleurs, je vais vous parler de moi, de mon expérience. Et c'est de ce qui m'a amené justement à réfléchir au sujet de ce live. Je parle plus français. Au sujet de ce live, c'est que je me suis rendu compte en regardant mon analytics. Donc, il faut savoir que je regarde mes analytics, enfin, je fais mes statistiques chaque fin de mois. Mais j'ai des temps forts sur mes analytics. Et ça, c'est une chose que vous voyez également dans ma formation The Brand Shift. C'est que je vous apprends, donc je vous montre vraiment la méthodologie que j'applique à moi-même et que j'applique à mes clients. C'est que je fais des bilans trimestriels et des bilans semestriels. C'est-à-dire que tous les 3 mois, tous les 6 mois, je fais un petit point excusez-moi, j'ai eu un problème de batterie donc ça a un peu coupé, mais je fais un point sur ce qui s'est passé sur tout le trimestre et sur les 6 mois précédents parce que ça me permet d'avoir une vision un peu plus globale que le mois au mois et vraiment de voir quelle est ma progression et où j'en suis par rapport à mes objectifs. Et là justement en faisant mon semestriel, je me suis rendu compte d'un truc ouf, enfin pour moi c'est ouf. Je suis pas une grosse posteuse. Et pourtant, sur les 6 premiers mois de 2023, je me suis rendu compte que j'ai publié plus de contenu sur les 6 premiers mois de 2023 que sur tout 2022. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que ça puisse me faire, pour que je puisse avoir ce résultat-là? D'autant plus que le fait de produire plus de contenu, ça m'a permis d'avoir une meilleure visibilité. Ça m'a permis d'avoir plus de variété dans mes contenus parce que j'ai fait plus de tests, j'ai testé de nouveaux formats. Typiquement le live. Chose qui me faisait peur, comme je ne sais pas quoi. Maintenant, j'en fais de manière totalement intuitive. Voilà, et j'ai surtout, et ça c'est vraiment le truc le plus important, c'est que j'ai retrouvé du plaisir à créer et à communiquer sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a un critère qu'il faut qu'on... Après toute la technique et compagnie, hein, franchement, il y a un critère que moi j'ai envie que vous gardiez vraiment à cœur et que vous gardiez au centre, c'est que ça ne doit pas être une contrainte pour vous de publier sur les réseaux sociaux. Ça ne doit pas être une contrainte pour vous de communiquer sur vos offres et sur votre business. Ça ne doit pas être une contrainte pour vous parce que normalement, si vous êtes lancé dans une activité entrepreneuriale ou bien même dans une activité créative et que vous souhaitez en parler, c'est que je pense qu'à terme, en fait, dans votre tête, c'est que vous avez quand même un peu envie de vivre de votre passion, donc de quelque chose qui vous fait kiffer. Et le fait de devoir être contraint à parler de ça, il y a un petit souci. Et moi, c'est ce qui s'est passé l'année dernière et c'est pour ça que j'ai fait un total rebranding. Et oups, spoiler, parce que c'est ça en fait qui m'a permis de vraiment réussir à avoir une fréquence beaucoup plus régulière, déjà régulière, même si bon, il y a des fois où je vais vous publier tous les jours d'un coup et puis des fois c'est juste 2 fois par semaine, mais je trouve que je suis un peu plus régulière. J'ai du volume, donc on me voit beaucoup plus. C'est le fait vraiment d'avoir travaillé sur mon branding. Ce que j'entends par branding, alors attention aux idées reçues, le branding, ça ne va pas s'arrêter uniquement à l'identité visuelle de votre marque. Voilà, je cherchais le mot. Ça ne va pas s'arrêter à l'identité visuelle de votre marque. Le branding, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Ça va être toute la personnalité
l'identité, tout ce qui va représenter votre marque et permettre de la percevoir de la manière dont vous souhaitez qu'elle soit perçue. Donc effectivement, l'identité visuelle, elle va découler de ce branding, de ce travail de branding et tout. Et ça va même être une manifestation qui est très visible de ce travail de branding. Mais avant ça, le branding, vous allez également travailler sur votre mission, sur votre vision. Alors ce que j'entends par mission, c'est le but que vous cherchez à remplir avec votre entreprise. La vision, ça va être l'ambition, mais high level que vous allez avoir de votre activité. En fait, en gros, quel est le rêve le plus fou que vous avez envie de créer vis-à-vis de ça. Donc, pour certains, ça peut être... D'ailleurs, j'ai un post qui parle de ça, de cette histoire de vision, parce que je segmente la vision en 2 catégories. Vous avez la vision qui est pour vous. Ce que vous avez envie que votre entreprise elle vous apporte. Pour certains, ça va être peut-être d'être beaucoup plus tranquille et d'avoir plus de temps disponible pour vraiment faire ce que vous avez envie de kiffer dans votre vie. Ça va être pour d'autres de vouloir voyager dans le monde entier et pouvoir être capable de travailler. Pour certains, ça va être de ne plus avoir de patron au-dessus de sa tête. Et vous avez également une vision, ce que j'appelle altruiste. Ça va être cette vision-là, en fait, quand vous la traduisez, mais quelle est la vision que vous avez aussi envie de créer et de réaliser, surtout pour votre communauté, pour les gens que vous suivez, qui vous suivent, pour vos clients que vous servez. Quelle est cette vision que vous allez avoir? Et pour certains, je vais prendre une spécialiste, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi avec des spécialistes des cheveux afro. J'avais une cliente que j'adorais son parcours, parce que franchement, elle était Kalissa R, allez la voir, parce qu'elle a un parcours extraordinaire. Et pour moi, c'est une battante quand on voit son histoire. Coucou Pascal, salut Sassou, ça va? Alors vraiment, cette vision qu'elle avait, c'était de se dire que moi, je travaille dans la mode, je travaille dans l'éditorial. Et un truc que je trouve extrêmement dommage, c'est que à chaque fois que j'ai une mannequin avec des cheveux afro, des cheveux bouclés, on est obligé de lui enlever ses boucles parce que ça fait pas éditorial. L'éditorial, c'est en mode super lisse, des coiffures incroyables que l'on ne peut pas réaliser avec un cheveu afro naturel. Et elle avait pour message, justement, de balayer ça, et elle voulait au travers de son travail montrer que le cheveu afro pouvait être aussi un cheveu que l'on pouvait coiffer de manière éditoriale totalement naturelle et vraiment mettre en avant cette beauté naturelle du cheveu afro. Je trouvais son message extraordinaire et on a beaucoup travaillé sur cet aspect là, et c'est cette fameuse vision altruiste qui va être au cœur de la création de votre communauté et de l'engagement de vos communautés. Si vous c'est vrai que c'est un peu, comment dire, c'est très abstrait comme notion parce que ça demande vraiment un travail de réflexion, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé The Brand Shift, parce que ça va être le premier chapitre sur lequel on travaille. Si vous rejoignez la formation The Brand Shift, ça va vraiment être le premier chapitre sur lequel on va travailler cet aspect vision, parce que c'est exactement ce qui va être la base de la création de votre communauté. On travaille la vision, on travaille votre connaissance de votre entreprise, on travaille votre connaissance de vous-même en fait, sur tout ce que vous avez envie de réaliser au travers de votre entreprise, parce que ça va être notre objectif suprême. Vous voyez pas, mon doigt il est tellement haut parce que cet objectif-là il est tellement haut que c'est ça qui va vous permettre de vous tirer vers le haut et vraiment de devenir une marque qui va se démarquer. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va travailler sur votre cible, sur les personnes en fait vous avez envie d'embarquer dans cette fameuse vision altruiste, dans ce fameux rêve qui peut sembler impossible, mais que vous êtes capable de réaliser, mais à plusieurs, avec une communauté. Donc on va vraiment travailler sur cette connaissance de votre client idéal, de votre tribu, et on va pas juste faire le client idéal, on va travailler plusieurs avatars de ce client idéal, parce que comme vous savez, une personne, on a plusieurs facettes, plusieurs personnalités, et on est multidimensionnel, donc on va travailler sur toutes ces dimensions de votre client idéal. Pour ensuite, une fois que toutes ces fondations elles sont posées et elles sont claires, on va trouver ce qui va vous démarquer des gens. Ça va quoi être votre message? Parce que on parle de positionnement, mais un positionnement, en fait, ça va vous servir à quoi? Effectivement, connaître votre place sur le marché, sur votre marché, où vous vous trouvez, qui sont les acteurs autour de vous, mais surtout voir comment vous démarquer de ces acteurs-là. Parce que comme je vous l'ai dit au départ, Instagram, c'est devenu la jungle. C'est un monde, c'est un univers. On est beaucoup à communiquer, on est beaucoup à faire les mêmes choses. Vous voyez, moi-même, je vous parle de stratégie Instagram. On est combien de nanas comme moi à faire ça? Et c'est pas le fait que je sois Renoir avec des locks qui fasse que je me démarque des gens. Ça va être mon approche que j'ai avec vous qui va peut-être vous faire kiffer, qui va vous faire dire c'est pas mal ce qu'a fait cette nana-là, donc moi je vais la suivre et je vais peut-être lui faire confiance et souscrire à sa formation. Vous voyez? Non, vraiment... j'ai vraiment envie que vous compreniez que ce travail de branding, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça ne s'arrête pas juste à une identité visuelle, le fait de choisir des couleurs, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir une clarté sur ce que vous avez envie de faire. Et ça,
Une fois que vous savez où vous allez, moi mon papa me disait toujours ça et j'adore, c'était mon père. Une fois que vous savez où vous allez, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Et ça, c'est la vérité. Donc moi, à partir du moment où j'ai travaillé sur mon branding, que j'ai vraiment mis des mots en fait sur exactement ce que je souhaitais faire, parce que c'est compliqué de mettre des mots sur les choses. Des fois, vous avez tout qui est là dans le cerveau. Mais comment on arrive à les faire sortir de ce fameux cerveau? Donc non. On va travailler, et justement, on va être 2 cerveaux à travailler là-dessus. Si vous rejoignez The Brain Shift, on va vraiment être 2 cerveaux à travailler là-dessus. Vous allez voir qu'avoir plus de clarté, ça vous permet aussi d'être plus aligné avec les choses que vous faites. Et l'alignement, c'est le fait d'être en phase avec ce que l'on dit et ce que l'on propose. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas naturel pour vous, vous allez avoir beaucoup de mal à le faire. Beaucoup de mal à le faire. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement têtu, team bélier. On ne peut pas me forcer à faire quelque chose que je ne veux pas ou que je ne ressens pas. Donc moi, le fait de vraiment d'avoir travaillé mon branding, ça m'a permis d'avoir quelque chose qui était beaucoup plus aligné. Parce que j'étais partie en 2022 sur une direction en me disant, go, ça fait 2 ans que tu fais ça, que tu travailles à temps plein. Ok, tu t'en es bien sorti sur la première année, mais peut-être sur la deuxième année, il va falloir que tu fasses preuve de plus de professionnalisme. Il faut que tu sois vraiment une vraie chef d'entreprise. Et j'ai commencé, moi, à me dresser un portrait de la chef d'entreprise parfaite qui correspondait absolument pas avec qui je suis en vrai. Et vraiment, le fait de travailler sur ce branding-là, ça m'a permis de me dire, en fait, tu fais n'importe quoi. Si ça a marché la première année, c'était pas un coup de chance. C'est parce que tu avais mis les choses et tu faisais les choses d'une manière naturelle et d'une manière qui était alignée avec toi-même. Et c'est pour ça que c'était fluent. Ça a coulé de source, voilà, pour moi. J'allais parler aux gens de ce que je faisais de manière très naturelle et ça m'a ouvert énormément d'opportunités. Mais sur 2022, comme je me suis mis dans un espèce de cadre, c'est comme si, moi j'ai cette image où je m'étais mis en espèce de petit tailleur de la CEO, avec une petite cravate là comme ça et mon petit attaché case, chose que je ne suis absolument pas. Ça me contraignait, j'étais pas à l'aise d'aller voir les gens et de leur expliquer, moi je fais ci, je fais ça, et voilà comment je le fais. Donc le fait d'avoir fait table rase de tout ça, ça m'a permis de me remettre en phase avec ce que je voulais. Et surtout, le fait d'avoir fait ce travail-là, ça m'a permis de gagner en assurance. Et c'est cette assurance en fait qui fait que aujourd'hui, à 6 mois de 2023, je me retrouve à avoir fait plus de contenu que sur tout 2022. Et vous savez, un truc qu'on dit très souvent en marketing, c'est que vous avez beau faire le meilleur produit du monde, si personne ne le sait, ça sert à rien ce que vous êtes en train de faire. C'est comme si vous aviez ouvert une boutique, je sais pas quoi, une boutique... je sais pas, mais une boutique en plein milieu du Sahara. Voilà, ne cherchons pas le type de boutique, une boutique en plein milieu du Sahara. Voilà, c'est ça. Et un autre truc que je vois aussi, c'est que c'est pas forcément les personnes les plus talentueuses qui sont vraiment tout devant. Et ça, c'est vraiment triste, c'est vraiment malheureux. Et c'est ce qui vraiment fait passer. C'est quelque chose qui a nourri la vision pour moi de Nubian Bazar, de mon entreprise. C'est que c'est pas forcément les personnes, je le répète, c'est pas forcément les personnes les plus talentueuses qui sont malheureusement mises en avant. C'est juste celles qui arrivent à s'exprimer avec le plus d'assurance et qui ont réussi à mettre en place les moyens qu'il fallait. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de rétablir l'égalité là, et j'ai envie que les choses elles soient faites dans l'ordre, c'est-à-dire que j'ai envie de voir des personnes talentueuses arriver à mettre en avant ce qu'elles font de mieux avec toute leur passion, parce qu'elles le méritent et qu'elles méritent que ce soit mis en avant. Donc si vous entendez ce message-là, franchement, vous méritez justement de mettre votre talent aux yeux des bonnes personnes. Ne laissez pas les faux là se mettre devant vous. Si vous savez que ce que vous faites, c'est clair, c'est authentique, c'est vrai, et que vous le faites surtout avec le cœur et avec 100% d'implication, alors vous devez investir dans votre entreprise pour vous donner les moyens justement de vous mettre en avant. Ok, d'accord. Je vais avoir plein de petits cœurs et plein de petites flammes là dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça. Parce que ça, c'est la vérité. Vraiment. Le marketing, on en parle comme d'une chose qui est pas bonne, qui est négative et qui est là juste pour faire grossir les grandes entreprises. Mais vraiment, réécrivons l'histoire, inversion la vapeur. Et en 2023, là, 2024, 2025, sur les prochaines années qui viennent, moi, je veux voir des entrepreneurs authentiques sur le devant de la scène. Voilà. Et c'est ça, The Brain Shift. Et c'est ça, Nubian Bazar. Merci, Summer Sky. Donc, tout ça pour vous dire que on parlait de fréquence de publication, mais tout découle d'une chose. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, parce que je suppose qu'il y a ça aussi qui fait que on parle beaucoup de fréquence. Quand on parle de fréquence de publication, on parle beaucoup de régularité. Et ce qui fait que l'on arrive à maintenir la régularité, c'est le fait d'être à l'aise avec ce que l'on fait et d'avoir une méthodologie qui nous corresponde également. J'ai pas évoqué l'histoire des stories. C'est vrai que j'étais plus, quand je parlais de fréquence de publication, je parlais de publication sur le feed. Mais les stories,
Surtout si vous êtes des grands timides. Parce que là, vous me voyez, là, je fais la strong woman et compagnie, là, la fille qui a plein d'assurance. Mais je suis quelqu'un de très réservé. Et les stories, moi, j'ai pris ça comme un espace cocon. Et c'est vraiment, même si en 2022, j'ai pas énormément communiqué, mais c'était l'endroit où je me sentais à l'aise de vous parler tel que j'étais. De vous parler de manière naturelle, de vous partager mes points de vue de manière extrêmement naturelle. Vraiment, les stories, ne les mettez pas de côté. Surtout si vous n'êtes pas quelqu'un de très à l'aise avec la publication sur Instagram, appropriez-les-vous. Et imaginez-vous les stories comme si vous étiez en train de faire un visio avec votre meilleur pote. Vous lui donnez vos meilleurs conseils, vous lui donnez vos meilleurs 1000 ans, voilà, vous lui donnez vos meilleures astuces, vous lui montrez ce que vous êtes en train de faire, ce sur quoi vous avancez, vous lui montrez qui vous êtes, tout simplement, vous vous montrez sans fard, sans make-up. Là d'ailleurs aujourd'hui j'ai pas de make-up, j'ai juste fait mes sourcils, mais j'ai pas de make-up. Voilà, vous vous montrez sans fard, sans rien, de manière naturelle. Et les stories, dites-vous bien que ça reste 24 heures, sauf si vous les mettez à la une. C'est votre espace d'expression. Et n'hésitez pas à les faire de manière quotidienne. Sur les gens que quand je fais de la gestion de compte, ou même quand je parle en termes de stratégie, je dis aux gens 5 jours de stories par semaine minimum. Une story, ça peut être un hey, coucou, me voici. Ça peut être un petit message. Ça peut être un partage d'une vidéo que vous avez kiffé sur les réseaux sociaux. Je vous ai bombardé ce matin avec des trucs. Voilà, vous voyez de quoi je parle. Ça peut être des quiz et tout. Vraiment, voyez l'espace stories comme un endroit conversationnel. Et d'ailleurs, je pense que mon prochain live, si ça vous plaît comme sujet, je vais parler des stories à fond de ce sujet-là parce que je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant et hyper cool à mettre. Quand j'avais fait un live, je pense déjà sur le sujet, j'ai envie d'en parler sous un autre angle. Tellement j'adore cette fonctionnalité, c'est ma fonctionnalité préférée sur Instagram parce que je kiffe les stories. Pourquoi? Parce que vous m'envoyez des messages privés et je kiffe parler avec vous en message privé et c'est marrant, hein, mais de message privé en message privé, ça fait... Je crois que je suis présente sur Instagram depuis 2012. Ouais, depuis 2012, je crois que je suis présente sur Instagram. 10 ans, 11 ans même. Il y a des personnes, je les ai jamais vues en vrai, mais on se parle en stories. Et le fait de se parler en stories, c'est comme si c'était des potes. C'est trop drôle. Mais c'est comme si on se connaissait depuis des années et compagnie. J'en suis sûre que si on se croise dans la rue, on va pouvoir continuer la conversation de la même manière. Et d'autres personnes aussi, avant de les rencontrer, on se parlait via des MP, en se partageant des trucs de nos stories, en réagissant à nos stories machin communes. Et quand on s'est rencontrés en vrai, on s'est rendu compte de ça qu'on avait énormément de points communs. Ne mettez pas les stories de côté. Bon, il fait peut-être tard chez vous. Moi, j'ai encore le coq qui sonne. Il y a encore le coq qui chante. Voilà, c'est mon nouveau réveil. Il est 15h30 ici. Je crois que sur Paname, il doit être 21h30 bientôt. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Je vous remercie vraiment d'avoir participé à ce live. Et aux personnes qui vont le regarder en replay, mettez-moi un petit hashtag Team Replay. Posez-moi vos questions. Réagissez à tout ce que vous voulez. Et comme d'habitude, hein, dispo en MP. On se parle tout à l'heure. Des gros bisous et à très vite. Salut!